Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? Ça se passe bien, bien installé déjà à la base? Alors pour tous ceux et celles qui m'écoutent, tous ceux et celles qui m'entendent, eh bien écoutez, je vous invite à venir vite nous rejoindre. Une conférence va avoir lieu avec le groupe Elan. On va parler de connectivité stratégique, de mobilité et de logistique décarbonée. On va parler également de compétences actives et également de pacte social. On va parler forcément du patrimoine, de la culture, de l'attractivité touristique, également du développement intégré. Mais tout ça en fait partie. La souveraineté économique, la renaissance du territoire, l'aménagement également sur mesure et la souveraineté. Alors forcément, on va parler de tout cela avec des invités. Alors il faut savoir que nous, on vient de très loin. On vient de l'île de la Réunion. D'où mon t-shirt quand même, d'où mon polo. Regardez, ça c'est le drapeau de la Réunion. C'est joli, hein? C'est coloré en plus. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à venir nous rejoindre très rapidement. Les chaises sont confortables. Et en plus, vous allez apprendre plein de choses plus qu'intéressantes. Comment tu vas? Plus qu'intéressantes pour en savoir un petit peu plus avec un bureau d'études qui est de Montpellier, mais également qui a ses bureaux à l'île de la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte. Donc, mesdames et messieurs, c'est véritablement la véracité d'un bureau d'études compétent et vous allez pouvoir le constater dans quelques minutes pour le début de cette conférence qui aura lieu avec Florence Beneteau, qui en est d'ailleurs la directrice de ce bureau d'études et qui va vous expliquer certaines choses qui vont forcément changer votre vision de votre territoire. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va le faire bien. Et en plus, nous avons même l'honneur d'avoir un maire de la Réunion, de Saint-André. Saint-Benoît, excusez-moi, de Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'est dans l'est de la Réunion. C'est très joli. Mais de toute façon, que ce soit le nord, le sud, l'est, l'ouest, tout est beau chez nous. D'ailleurs, il faudrait aussi, pourquoi pas, venir nous voir. Vous allez vous régaler. On n'y va pas forcément pour les plages, on y va également pour sa végétation, on y vient aussi pour ses randonnées, on y vient pour sa douceur de vivre et le vivre ensemble, parce que chez nous, il n'y a que du métissage. Voilà, et ça on en est très fiers aussi. Donc mesdames et messieurs, je vous invite à venir le plus rapidement possible. Ici même, ces chaises blanches et vertes nous donnent un petit peu la couleur de ce dont nous allons parler donc avec Florence Beneteau, directrice générale et fondatrice du groupe Elan. Alors commencer des contraires subis du ZAN à des risques naturels au projet du territoire choisi, et bien pourquoi pas des souverainetés, les méthodes du PLU, bioclimatique du tampon, notamment avec le maire du tampon, monsieur Patrice Tianakoun, qui sera en visio, la démarche du SCOT, trajectoire ZAN et résilience risque de la CIREST. Également, eh bien, pourquoi pas, de l'action Interco Outre-mer et le pacte des compétences de Terra Academia. Ça va bien? Bien installé? Vous aussi? Oui, parce que nous allons avoir des intervenants. Monsieur le maire a pris son café, normalement tout va bien. C'est en cours, mais tout va bien. Alors nous, on prend du sucre généralement dans notre café par pure solidarité pour le diabète réunionnais. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, venez nous rejoindre, mesdames et messieurs. Ah, il y a un truc qui est hyper important. Cette conférence est totalement gratuite. Je crois que le mot gratuit est ce qu'il y a de plus vendeur au monde. On est tous d'accord. Donc voilà. Même si vous n'êtes pas au courant, même si vous êtes en train de passer, même si vous vous dites, bah tiens, pourquoi pas, on va en savoir un petit peu plus sur la Réunion, on va en savoir un petit peu plus également sur son mode de fonctionnement et surtout ce qui est en train de changer. Et si on pouvait le changer ensemble d'une façon un petit peu plus efficiente, un petit peu plus intelligente, un petit peu plus avec de l'appréhension, parfois, mais surtout appréhender tout ce qui va se passer et pour aller dans une direction qui est en tout cas la bonne. On parle d'urbanisme, on parle également d'intelligence, on parle de coopération et aussi de consultation citoyenne, entre autres. Voilà, installez-vous mesdames et messieurs, il y a encore largement de la place. Et je vous le rappelle, tout cela vous attend dans moins de 5 minutes
c'est l'heure à laquelle nous allons commencer, dans 5 petites minutes. Y a-t-il des réunionnais? Bon, alors, à part ceux que je connais, bien sûr. Hein, ça... Voilà. Et mesdames, permettez-moi de vous dire que vous êtes le parfait exemple, justement, de ce que nous, on propose à la Réunion, la beauté et le charme. Bon, alors, tous ceux qui viennent de Paris aussi, hein, je vous rassure, mais c'est différent pour nous. Hein. C'est différent. Mec, rien que de dire c'est différent, c'est une horreur. 1, 2. 1, 2. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Madame la Présidente, vous avez aussi votre micro. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je vous laisse le micro et moi, je vais faire mon travail. Merci. Je vous propose de démarrer. De toute façon, tout est filmé et on sera sur la chaîne en direct. Donc, on a des retardataires ce matin à cause des problématiques de transport, mais on est contraint par les horaires. On va démarrer. Une fois que la technique... Donc, bienvenue au cœur de ce lab Risque, Adaptation et Territoire. Donc, c'est un nom qui résonne avec une acuité particulière pour tous les élus et les acteurs du développement du territoire, puisqu'au quotidien, nous sommes confrontés au front des transitions. On doit répondre à la crise du logement. Et Dieu sait si en territoire d'outre-mer, elle est extrêmement importante, cette crise du logement. Sur le développement économique, sur le cadre de vie. Et simultanément, il faut qu'on soit en capacité de répondre aux impératifs de planification écologique, de sobriété foncière et de ce qu'on appelle le ZAN, qui est devenu maintenant une abréviation extrêmement connue et pas forcément vécue comme quelque chose sur lequel finalement on peut reprendre la main. Et c'est un peu le discours de ce matin qui va nous permettre en fait de comprendre comment de cette cascade réglementaire arithmétique qui semble nier les spécificités des territoires, on peut en faire un élément de rebond et de souveraineté. Alors pour nous accompagner ce matin, nous avons la chance d'avoir donc Monsieur Patrice Célie, président de la CIREST et maire de Saint-Benoît, qui est ici tout de suite sur ma gauche, qui partagera comment le choc climatique dont tout le monde a entendu parler avec le cyclone Garance et ce lien indissociable qui doit pouvoir être fait finalement en faisant de cette crise un élément de rebond et de maîtrise de son destin. Madame Liliane Piquion-Salomé, qui est la présidente d'Interco Outre-mer et qui nous fait l'honneur d'être là ce matin, au moins en démarrage, puisqu'elle a d'autres contraintes. Et c'est aussi pour ça qu'on est vigilant sur le démarrage de l'horaire et qui portera une vision politique très forte sur le lien indissociable entre les souverainetés et les sobriétés et comment Interco Outre-mer intervient auprès de l'ensemble de ces territoires pour accompagner ce relais, ce lobbying qu'il faut pouvoir porter à l'échelle nationale. Nous aurons le privilège aussi de découvrir le témoignage en vidéo de Patrice Tienankoun, maire du Tampon. Et je vois dans la salle des représentants du territoire, avec une première qui est le premier plus bioclimatique qui sera réalisé à vitesse grand V, justement pour pouvoir répondre à cet enjeu de ZAN. Et enfin, Monsieur Denis Guibard, directeur scientifique et académique de Terra Academia, qui nous fait l'honneur donc d'être parmi nous et qui éclairera sur le levier indispensable de la compétence pour accompagner ces transformations. Donc ensemble, l'idée, c'est de partager une méthode qui n'est pas quelque chose de théorique, mais à partir de 2 cas concrets, à la fois une démarche de Scott, une démarche de PLU, un relais par une institution qui est Interco Outre-mer, et enfin la durabilité dans laquelle va s'inscrire ce pacte de compétences dans lequel Terra Academia propose à toutes les collectivités aujourd'hui d'entrer. Alors, Madame Piquion-Salomé, on va démarrer par vous, puisque vous nous faites l'honneur d'introduire cette table ronde, cette conférence, hein, mais on est plutôt dans un format de table ronde, avec ce titre qui était évoqué, comment on passe de contraintes subies à un projet de territoire et avec un maître mot qui est la souveraineté, en disant finalement aujourd'hui comment on met en perspective
souveraineté et sobriété. Bonjour à tous. Il ne faut pas, à mon avis, dissocier la sobriété de la souveraineté, puisque c'est complémentaire et je dirais même indissociable. Donc, si on le faisait, ça gèlerait très probablement nos capacités de développement et produirait l'effet inverse, qui est celui recherché de la dépendance. Notre vision portée par les intercommunalités d'outre-mer est que la souveraineté économique doit conduire à une sobriété foncière durable, choisie et maîtrisée. Cela signifie que nous devons pouvoir développer des filières agricoles, par exemple, nos projets d'énergie renouvelable, nos infrastructures portuaires, non pas contre la sobriété, mais pour construire une résilience qui, à terme, nous rendra moins dépendants et donc plus sobres. C'est au cœur de la refonte et du positionnement que nous devons de nos territoires. Et les leçons que nous en tirons sont universelles, en fait. Les actions menées par nos différents partenaires dans les territoires, sur les littoraux de l'Hexagone, là je pense à la NEL, montrent bien qu'il y a moyen de concilier les deux et d'avoir des résultats très intéressants. L'outre-mer, ce n'est pas un cas à part, puisque dans diverses régions sur le plan national, nous voyons que les problématiques sont sensiblement les mêmes, avec bien sûr des particularités. Voilà. Très bien. Et un discours que vous vouliez aussi faire passer, un message qui est de dire finalement aujourd'hui les territoires, pour relayer leurs paroles auprès des institutions nationales, elles ont besoin de vos associations, parce que partir des territoires et du terrain, c'est une chose, mais l'important, c'est de faire remonter pour que justement on trouve les marges d'adaptation, d'écoute de ces lois qui souvent, dans des approches très descendantes, sont contraignantes pour les territoires. Exactement, c'est tout à fait cela, c'est l'essence même d'Interco Outre-mer, non pas de monter des dossiers, de faire des études. Nous allons plus en avant que tout cela. Nous avons par exemple l'exemple du foncier, des problématiques foncières dans les régions ultramarines. Et pour cela, nous avons mandaté des experts pour aller dans chaque région ultramarine, s'enquérir des problématiques précises, spécifiques. Bien sûr, il y a un tronc commun. Et à partir de cela, faire remonter tous les problèmes, proposer des solutions. C'est ainsi qu'Interco Outre-mer s'est rendu dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, pour pouvoir tenir des réunions, des échanges extrêmement poussés avec tous les experts, géomètres, des techniciens, des notaires, les SAFER, les 50 pas géométriques et même la population, parce que c'est aussi un sujet de société. Et là, nous avons pu définir ensemble les problématiques et surtout faire des propositions que nous avons relayées au niveau du Sénat où nous avons été auditionnés et de l'Assemblée nationale. Avec un message fort, Madame la Présidente, et c'est un peu le message de ce matin aussi. Vous avez des témoignages là forts des Outre-mer, mais avec un témoignage sur lequel d'ailleurs Denis Guibard reviendra. L'Outre-mer n'est pas un cas à part, c'est un miroir grossissant des défis de toute la nation. Et ce qu'on vous propose ce matin, ce n'est pas simplement de transposer ce qui se passe en Outre-mer, mais c'est simplement de voir justement dans cette approche de territoire extrêmement contraint, où le sur-mesure est nécessaire, comment on peut en faire finalement un miroir pour toute la nation. C'est un message fort que vous vouliez aussi faire passer avant de nous quitter, Madame la Présidente. Oui, absolument. Il est important évidemment de travailler tous ensemble et d'aller dans la même direction et être vraiment force de proposition, parce que quand les instances nationales voient un groupe bien soudé avec toutes les régions ultramarines, il est important que ça fait quand même force de proposition et que nous avons un certain poids pour le faire. Et c'est pour cela, c'est la mission même d'Interco Outre-mer, de réunir tout ce qui était part, de trouver des solutions et surtout de les proposer concrètement. Nous ne nous contentons pas de faire une étude, de proposer des éléments, mais
d'avoir des solutions. Nous en avons 70 environ et nous espérons pouvoir les développer au fur et à mesure. Avec des partenariats avec l'AMF, avec Interco de France, qui permettent de porter cette voix. Alors, avant de passer la parole au témoignage des deux grands témoins, donc Patrice Célie et M. Tienan Koun, sur comment on opère ce changement à l'échelle d'un périmètre de SCOT ou d'un PLU, et qui incarne bien votre vision et celle d'Interco Outre-mer. Les 5 piliers de la souveraineté et de la sobriété foncière, c'est ce qu'on va essayer de vous éclairer ce matin sur les 5 piliers, que ce soit l'alimentaire, l'énergie et les connectivités, l'industriel et l'économique, l'hydrique et les ressources, ou tout ce qui est résidentiel et social. Finalement, dans cet interstice de la roue des souverainetés, comment la sobriété foncière intervient. Et vous le voyez, on va le voir au cas par cas. Elle va intervenir sur la reconquête des friches agricoles et le maintien de l'habitat pour les agriculteurs. Et la commune Le Tampon le dira, oui, nous revendiquons de pouvoir construire dans les espaces agricoles pour maintenir nos agriculteurs, en n'en faisant pas des réservoirs d'Indiens, comme il le dit assez souvent. C'est le cas aussi de la CIREST sur ces villages des Hauts. L'énergie et les connectivités, identifier des zones où on va, même en espace naturel, dire on doit assumer de poser des infrastructures pour l'ENR, parce que c'est à ce titre-là que nous aurons notre autonomie énergétique. Et voilà, toute cette roue se décline, on va la retrouver tout au long. Avant de passer la parole donc à Patrice Célie qui est présent, on va laisser le témoignage du maire du Tampon, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, s'exprimer. Hop, le film, normalement, démarre. Bonjour à tous. En tant que maire du Tampon, j'ai pu constater que le PLU de 2018 posait quelques difficultés. C'était une densité qui n'était pas forcément choisie et subie. Et dans le même temps, aujourd'hui, nous avons la mise en place de la ZAN, et je l'ai prise comme une opportunité. Plutôt que de subir les effets de la ZAN, eh bien, j'ai pris les contraintes de la ZAN comme une opportunité qui m'a amené à revoir un certain nombre de choses, à commencer par la modification du plan local d'urbanisme. Et cette révision du plan local d'urbanisme s'accompagne d'une adaptation des modes de vie. Avec mon conseil municipal, nous avons pris l'option de faire en sorte que la révision du PLU touche également les zones agricoles. Bien souvent, nous avons des zones agricoles qui ne sont agricoles que de nom, et il faut avoir le courage de dire que c'est dans ces zones agricoles notamment que nous allons pouvoir partager l'effort de construction que la ZAN nous amène à voir. Pour la révision de ce plan local d'urbanisme, nous avons effectivement innové, pris des initiatives avec le groupe Élan. Par exemple, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons engagé une concertation citoyenne. Alors, quand je parle de concertation, ce n'est pas la concertation au sens administratif, mais simplement, nous avons donné la parole à notre population et nous avons eu, ce qui est pour moi un nombre important, nous avons eu plus de 1000 contributions pour ce projet de modification du PLU. Et ce que moi-même j'avais comme intuition s'est confirmé, c'est que dans un plan local d'urbanisme, il faut mettre l'humain d'abord. C'est qu'on ne peut pas, comme la révision du schéma d'aménagement régional, eh bien, la mise en place d'une ZAN, ce n'est pas simplement une opération arithmétique où vous avez des chiffres qui sont sur un tableur et on applique des formules de calcul pour répartir les éléments de la ZAN sur l'ensemble du territoire. Pour moi, ça n'a pas de sens, c'est l'humain d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous mettons les familles au centre de la révision du PLU, en même temps que la ZAN elle-même va permettre un rapprochement de ces familles. Nous devons faire preuve de sobriété foncière. Eh bien, faisons-le en rapprochant les familles, en permettant aux familles de vivre les unes à côté des autres, en permettant aux familles de vivre entre elles. Lorsque je parle d'opportunité, quelle est cette opportunité? De ne pas subir la ZAN, mais d'en faire un argument de développement du territoire. Eh bien, je suis en mesure, aujourd'hui, avec cette révision du PLU, de projeter l'installation
de 17 000 nouveaux logements sur le territoire communal, ce qui fait quand même une augmentation de 50% du parc résidentiel par rapport à aujourd'hui. Ceci en faisant une économie de 30% sur les surfaces projetées. Pourquoi? C'est parce que, au lieu de subir, nous anticipons. Et cette évolution, ce n'est pas simplement de déclasser des zones agricoles en zones urbaines, mais de prévoir tous les aménagements qui vont amener nos habitants à mieux vivre ensemble. D'ailleurs, l'une des devises de notre commune, c'est bien vivre au tampon. Voilà, alors sûrement beaucoup de questions par rapport à ce qui a été posé et on va voir comment c'est possible. La commune du Tampon, donc c'est 85 000 habitants, c'est une commune importante, mais sa particularité, c'est 32 unités de vie, à peu près un tiers urbaine et 2 tiers agricole et extrêmement rurale, qui fondent justement cette affirmation de dire nous ne pouvons pas, dans ces espaces, affirmer que les territoires ruraux n'ont aucun droit à construction, puisque c'est là que se situe l'ensemble des éléments de résilience et de souveraineté. Et ça, c'était très important de le dire. Alors, vous voyez, il y a des petits abus de langage. On a souvent tendance à féminiser la ZAN, alors que c'est le ZAN, donc tout le monde l'aura remarqué. Je plaisante souvent, comme si tous ces travers ou ces lois... Alors, c'est parce que c'est associé à la loi sur le ZAN, donc tout le monde l'aura relevé. C'est une plaisanterie, Monsieur Célie, avant de vous passer la parole. On l'a vu en fait, donc là on est à l'échelle d'un plus bioclimatique qui est le plus donc du tampon et Patrice Célie va prendre le relais pour expliquer comment dans cette démarche de planification territoriale, donc lui-même président de la CIRES sur lequel il y a un périmètre de SCOT qui est en cours de révision et également maire d'une commune importante dans la CIRES qui a délibéré aussi pour réviser son plus, c'est ce que monsieur le maire me précisait à l'instant, pour dire compte tenu des échéances, et vous le savez, les SCOT février 2027, les plus 2028, nous ne pouvons pas attendre que l'ensemble des documents supra se mettent d'accord au niveau régional pour nous définir finalement nos droits à consommation. Nous prenons notre destin en main et nous plaçons l'humain d'abord, c'est ce que disait le maire du Tampon, nous plaçons les souverainetés en premier lieu et nous regardons comment on peut être en situation de respecter aussi l'objectif de sobriété foncière. Monsieur Célie, il était important que vous puissiez prendre la parole pour expliquer à quel point vous avez fait finalement du cataclysme qu'a été Garance un vrai sursaut dans cette approche des souverainetés. C'est à vous de témoigner et de nous dire comme monsieur Tienankoun ce que vous avez envisagé. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de votre invitation pour un témoignage ici ce matin. C'est un sujet qui effectivement intéresse de manière très importante et très accrue le territoire est de La Réunion. Donc vous l'avez dit Florence, je suis le maire d'une commune de 38 000 habitants, Saint-Benoît, qui est le chef-lieu d'arrondissement est de La Réunion, et président de l'intercommunalité, donc la CIRES, qui est composée de près de 130 000 habitants. Et effectivement, au début de cette année 2025, notre territoire a été durement frappé par un événement cyclonique intense, Garance. Et Garance a été pour nous un choc terrible, mais finalement, ça a aussi été pour nous l'occasion d'une prise de conscience, même si cette prise de conscience, elle a été brutale. On le voit sur les photos d'ailleurs, vous avez été sur le terrain confronté à des visions effectivement, avec énormément de dégâts auprès des familles de la commune de Saint-Benoît en particulier, mais aussi sur les équipements publics de la ville. Et je le disais, cet événement, mais finalement, il nous a forcés à admettre qu'on ne pouvait plus aménager et gérer comme avant. C'était une question de responsabilité d'élus, il fallait agir. Et face à cela, la contrainte du ZAN a changé de nature et d'une règle qui pouvait paraître lointaine, elle est devenue une partie de la solution, car la sobriété foncière est avant tout, je crois, et j'en suis convaincu, un enjeu de sécurité. Et c'est ce sursaut qui a fondé également notre démarche pour le SCOT, un projet politique qui pilote la sobriété au service de notre résilience pour protéger nos habitants, sanctuariser
notre rôle de grenier agricole également dans l'Est et accélérer, comme vous l'avez dit aussi, notre souveraineté énergétique. Et concrètement, ce sursaut politique, il s'est traduit par un projet de territoire, notre SCOT, qui n'est pas un simple catalogue de règles, mais surtout une vision partagée, articulée autour de 5 piliers, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc le premier pilier, effectivement, c'est celui de la résilience face aux risques. L'urgence climatique a été notre point de départ sur ce pilier. Le deuxième pilier place l'humain au centre, avec un territoire solidaire et accessible qui garantit la qualité de vie. Le troisième pilier vise à ancrer le développement économique pour la souveraineté. Le quatrième pilier construit notre autonomie en ressources, notamment énergétiques et hydriques. Et enfin, le cinquième pilier, c'est un enjeu majeur pour La Réunion. Il s'agit de faire des hauts de l'île, non pas une périphérie, mais un cœur stratégique de notre développement, parce qu'au sein de la CIRES, nous avons, sur les 6 communes qui composent l'intercommunalité, 2 communes des Hauts, la Plaine des Palmistes et Salazie, qui méritent, elles aussi, ces communes, de pouvoir se développer. Donc c'est l'ensemble de ces piliers qui fondent désormais notre droit à un aménagement sur mesure. Et effectivement, qui casse un peu les idées préconçues en disant la sobriété foncière, c'est une augmentation de l'hyperdensité, là où c'est possible sur le littoral, et on met nos hauts et les territoires ruraux sous cloche. Vous affirmez dans votre SCOT le droit à l'enracinement, au nom justement de ce qui était évoqué tout à l'heure sur les familles, le droit à dire un document d'urbanisme ne regarde pas que les zones urbanisées, mais les zones agricoles en creux et les zones naturelles, en affirmant que la sobriété foncière, c'est aussi d'envisager de les valoriser et pas de les mettre sous cloche, et donc de prétendre à urbaniser nos villages ruraux, qui sont souvent ceux pour lesquels on évoque qu'on ne peut rien faire. Et ça, c'est possible parce qu'il y a une démarche qui a été mobilisée. C'est un choix politique que vous avez fait aussi en nous confiant cette mission, monsieur le maire et président de la CIREST. C'est de dire d'abord, la première chose, c'est écouter. On ne fait pas de documents de planification qui ne partent pas de l'écoute et du terrain. 1000 contributions sur le tampon. Le président de la CIREST, post-Garance, a organisé, dans le cadre du SCOT, des ateliers qui ont mobilisé aussi la parole des citoyens avec énormément d'acteurs qui se sont mobilisés. C'est de pouvoir révéler les tensions, ces dilemmes entre le refus du bétonnage et en même temps le droit à l'enracinement. Où est-ce que je vais mettre mes populations ? Plus facile, quand on répond à des critères arithmétiques de densité, de dire on densifie nos centres-villes. Plus compliqué d'aller chercher l'expérimentation et le droit à l'aménagement sur les territoires ruraux. Avec l'objectivation, et c'est ce que vous présentera tout de suite monsieur Célie, finalement, de dire on fait une analyse technique fine, parcelle par parcelle, sa capacité d'accueil, son optimisation, pour être en capacité de faire la démonstration de ce qui est possible ou pas possible et de ne pas se cacher derrière des chiffres qui nous rendent ensuite impossible l'application sur l'approche. Co-construire, il s'agit d'intelligence collective, c'est un véritable contrat social. Et enfin, la présidente d'Interco Outre-mer qui vient de nous quitter, comme je vous l'avais dit, c'est fédérer et porter la voix des territoires. Et c'est là où il est très important qu'on ait des grandes organisations d'élus qui puissent effectivement faire valoir auprès des services de l'État, notamment instructeurs, ces démarches qui répondent à la lettre de la loi, mais pas toujours à la forme de la loi dans son approche. Donc, monsieur Célie, ce qui était important aussi pour continuer votre approche, notamment, c'est la preuve par le projet, le SCOT, un plaidoyer pour un développement maîtrisé, avec cette courbe ici, qui représente la courbe de la trajectoire du ZAN, et pour lequel on a prétention à dire qu'on n'est pas dans une stratégie de décrochage, mais d'atterrissage, qui tient compte justement de tous les paramètres que vous avez cités. Oui, ce graphique que vous avez à l'écran, ce n'est pas une courbe subie, dictée d'en haut ou simplement extrapolée du passé. C'est une trajectoire, comme vous l'avez expliqué, que nous avons construite de manière ascendante en partant du terrain. Alors le terrain, nous, on le connaît parce qu'on le travaille tous les jours depuis maintenant quelques années. Et depuis quelques années aussi, le constat qui est fait, c'est celui d'un territoire qui a accumulé beaucoup de retard. Et ce, sur
différents volets, notamment en matière de développement économique. Et donc, c'est sur la base de ces différents constats, effectivement, que nous avons voulu construire, et à travers aussi les différents échanges que nous avons pu avoir, construire ce projet de Scott. Et donc, ce projet, nous l'avons bâti finalement parcelle par parcelle. Alors d'abord, en réalisant, comme je le disais aussi, un inventaire systématique et presque chirurgical de tout notre potentiel foncier existant, les dents creuses, la vacance, le potentiel de renouvellement urbain. Et c'est ce qui définit finalement notre capacité d'accueil opérationnel. Donc c'est ce que nous pouvons réellement développer sans consommer de nouveaux espaces. Et donc ce n'est qu'après avoir objectivé ce potentiel et démontré qu'il n'était pas suffisant pour couvrir tous nos besoins, notamment en termes de logement familial et en matière de développement économique, je le disais, que nous avons identifié un besoin de renforcement urbain complémentaire. Et donc il ne s'agit pas ici de l'étalement urbain, c'est un développement maîtrisé, justifié et toujours en continuité du bâti existant. Et donc c'est la force finalement de notre plaidoyer, la trajectoire que vous voyez est le résultat de notre projet de territoire et non l'inverse. Et nous ne demandons pas finalement une dérogation à la loi, nous démontrons par cette analyse, analyse de terrain exhaustive, que notre projet est la manière la plus juste finalement, la plus réaliste et peut-être même la plus intelligente d'appliquer l'esprit de la loi ZAN. Parfait. Et pour conclure, parce qu'on est pressé par le temps, la dernière brique à tout cela, et on est confronté tous les jours, hein, c'est un sujet, ce que vous venez d'évoquer, Monsieur Célie, extrêmement compliqué parfois à faire valoir, à faire entendre, parfois même auprès des propres services instructeurs ou des propres techniciens, parce que la force de la voie politique, il faut trouver résonance auprès des gens qui ont des prismes d'analyse qui ne sont pas forcément ceux que nous avions l'habitude d'avoir. Et donc l'importance justement d'avoir des partenaires comme Terra Academia pour dire finalement il y a un vrai pacte de compétences pour accompagner ces transitions, parce que c'est des regards qu'il faut changer, c'est aussi des approches différentes sur les outils. Et donc il était important que vous puissiez avoir ce témoignage de Terra Academia pour expliquer ce que vous avez engagé comme projet, comme beau projet pour accompagner les cadres dirigeants des collectivités, les élus dans ces transitions. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité sur cette table ronde. Ces témoignages qu'on vient d'entendre, c'est une illustration parfaite de ce qu'est la mission et la raison d'être de Terra Academia. Alors Terra Academia, vous ne connaissez pas, mais ça va s'arranger tout de suite. Terra Academia, c'est une association, un organisme de formation qui se présente comme un accélérateur et une école de la transformation écologique par la transformation des métiers et des compétences. Et on travaille vraiment sur deux piliers, qui est un appui scientifique. On part de la science, on est sous la tutelle, si j'ose dire, ou les bons conseils d'un conseil scientifique de très haut niveau. On travaille avec des études prospectives, on a mis en place un institut des hautes études de la transformation écologique pour ensuite construire des formations qui vont aller s'appliquer très concrètement sur le terrain. On est donc présent dans des territoires et on est capable d'agir sur tous les territoires, même si notre présence pour l'instant est encore limitée. On est tout jeune, on a 2 ans d'âge et on aborde la transformation écologique donc par les métiers, par les compétences, dans sa complexité et sa systémique. On l'a bien vu avec les différents projets qui sont là, ce n'est pas des choses qui sont verticalisées. Le système Terre, il est complexe. Les systèmes de gouvernance sont complexes. Il faut vraiment aborder cette systémique et aborder l'ensemble des sujets dans leurs interrelations. La biodiversité agit sur le climat, la pollution agit sur la biodiversité qui agit sur le climat agit sur la biodiversité, pour prendre que quelques exemples. Et ça se décline de façon très très concrète dans la situation des territoires sur lesquels nous travaillons. Et notre premier outil, la première chose qu'on fait quand on s'intéresse à un territoire, qu'on est sollicité ou qu'on ait notre présence, comme à Arras ou en Normandie, c'est de faire un diagnostic de l'état écologique du territoire pour comprendre sur des bases scientifiques, avec des données, quels sont les enjeux majeurs. Bien sûr, les élus locaux en ont conscience parce qu'ils le vivent au quotidien, mais on arrive avec des données en le factualisant, en le priorisant aussi les axes d'action et en permettant d'identifier là où on peut avoir le plus d'impact. Et à partir de ces éléments-là, on intègre ces éléments-là dans un parcours de formation à destination de l'ensemble de la gouvernance des collectivités territoriales. Ce n'est pas simplement la formation
des élus, ce n'est pas simplement la formation des directeurs techniques, chacun dans leur filière, c'est une approche globale où on travaille sur, tout d'abord, à partir de ce diagnostic, la compréhension de l'état et de l'urgence écologique sur le territoire, et puis on va construire un certain nombre de modules de formation adaptés, personnalisés. Ce n'est pas une formation conçue à Paris et appliquée directement à tout le monde, c'est quelque chose qui a des briques de base, mais que nous personnalisons complètement au territoire en fonction de l'analyse que nous faisons, en fonction de ses besoins, de ses choix. On a une dizaine de thématiques qui peuvent être abordées. Elles ne sont pas forcément nécessaires et indispensables sur chacun des territoires. On va se focaliser à partir des données locales sur les sujets qui sont prépondérants dans ce territoire pour permettre une montée en compétences collective de la gouvernance du territoire, hein, en échangeant, bien sûr, selon les sujets, certains sont plus spécialistes que d'autres, ils vont aussi pouvoir apporter cette compétence au collectif pour pouvoir ensuite traduire cela en plan d'action. Notre slogan, d'une certaine façon, c'est comprendre et agir. Comprendre, c'est comprendre les enjeux scientifiques, c'est comprendre les contraintes, le ZAN par exemple, c'est comprendre aussi, et vous l'avez évoqué, les attentes de la population et le traduire au travers de cette montée en compétences dans la construction de plans d'action. Et c'est là que les actions entre le groupe Élan et Terra Academia sont complémentaires. Nous ne sommes pas une société de conseil, nous apportons simplement la brique de monter en compétences pour pouvoir bien mettre en œuvre collectivement les éléments qui peuvent être décidés par les élus en lien avec le conseil qui peut leur être apporté. L'objectif, c'est de créer au sein de la gouvernance une compréhension commune, un langage commun qui va faciliter la traduction du projet politique en action concrète et qui va faciliter l'embarquement de l'ensemble des acteurs parce qu'in fine, on est aussi en train de parler de pilotage du changement, y compris dans les habitudes, les organisations et les fonctionnements des collectivités territoriales. Donc Terra Academia sera là pour vous aider. Voilà, et c'est déjà un partenaire sur le plus bioclimatique du tampon, puisqu'on a un séminaire formation-action dans lequel on envisage même de l'étendre à l'ensemble des services instructeurs de l'État pour copartager ces visions croisées qui partent d'abord, et c'est le maître mot, du terrain, avec une approche qui est de dire finalement dans nos leviers d'action, vous l'avez vu dans les témoignages, la première chose c'est changer de posture. Changer de posture parce que c'est transformer la contrainte en catalyseur pour un projet de territoire plus ambitieux. C'est la réponse qu'a choisi d'apporter Patrice Célie pour son territoire. Avec un bénéfice qui est de dire je ne subis plus la norme, je la pilote pour servir ma vision politique. C'était le témoignage tout à l'heure de Patrice Tianankoun, le maire du Tampon. La deuxième approche, c'est je forge ma légitimité. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision politique hors sol, elle est co-construite. Elle est co-construite massivement sur un projet avec des preuves sociales et un besoin objectivé. Je dispose donc d'un argumentaire, ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Célie, solide, légitime face aux services de l'État. La troisième approche, c'est innover. J'articule la souveraineté économique et la sobriété foncière pour définir une trajectoire de développement. Ce qui veut dire que je peux rendre conciliable développement et qualité de vie en répondant aux aspirations réelles des habitants. Et enfin, c'est le témoignage de Terra Academia. J'assure la durabilité et la nécessité de faire monter tout le monde en compétences parce qu'on voit bien que ces changements, ces grandes transitions nécessitent, et c'était toute l'approche de Terra Academia, d'être accompagnés, pas simplement dans l'ingénierie, mais aussi dans la prise en compte des compétences et des visions territoriales différentes. Avec cette roue des souverainetés que je reprojette ici, et qui nous permet de conclure cette conférence, puisque nous sommes contraints par la conférence suivante, peut-être une ou deux questions, et sinon, on pourra vous rejoindre sur le stand d'Élan derrière, où ces messieurs répondront à vos questions. Oui. Bonjour, moi j'avais une question par rapport à la situation de Mayotte. Vous disiez, on présente les Outre-mer pas comme un cas à part, mais un miroir grossissant des réalités. Mais le cas de Mayotte est assez particulier car c'est le département le plus pauvre de France. Est-ce que vous, à votre échelle, vous avez eu des discussions avec des acteurs mahorais, des élus mahorais pour aborder la question du ZAN qui est encore plus problématique face à la situation urbanistique mahoraise qui est particulière? Je vais répondre à la place d'ailleurs de la présidente d'Interco Outre-mer et puis Patrice Célie pourra rebondir puisque la coopération aujourd'hui, les échanges entre les élus réunionnais et les élus mahorais s'engagent. Il y a eu une très forte solidarité quand même qui s'est opérée et finalement des sujets qui sont les mêmes. C'est-à-dire que ce sujet-là, quelle que soit la réponse arithmétique, elle part de la même dynamique. La vision politique, l'écoute, la co-construction et la capacité de fédérer avec des réponses qui sont sur mesure et qui ne sont sûrement pas descendantes. Voilà. On l'a en Guyane aussi, on l'a en Martinique, mais on l'a aussi dans beaucoup de territoires hexagonaux qu'on accompagne, qui sont les territoires ruraux en périphérie des villes.
et qui demande aussi à avoir ces approches sur mesure spécifiques. Pas plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? On vous remercie et on vous retrouve tout de suite sur le salon à côté d'Élan pour partager à la fois les saveurs réunionnaises et d'outre-mer, mais pas que, et puis échanger. Merci beaucoup.